PowerPoint en route, voilà. Et donc, bienvenue à ce webinaire des nouveautés Revit 2026. Je suis Stéphane Laurie, je suis architecte et ingénieur d'application chez Altam. Je vais commencer cette réunion par vous parler un tout petit peu de notre société, hein, pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas encore. Altam, on est là en fait pour vous aider, hein, notre but, c'est de vous aider dans un monde qui se digitalise. Alors, quel que soit en fait le cœur de votre métier, vous avez les mêmes enjeux et nous pouvons, hein, donc vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Alors, vous aider de quelle manière? Ben, on va distinguer trois enjeux majeurs. L'enjeu humain, euh, les ressources humaines qui doivent être en fait adaptées à la mission et savoir évoluer. Et ça, on va vous aider en termes de régie, hein, de délégation de personnel sous forme de régie, de recrutement et de formation. Euh, un autre enjeu, les outils technologiques qui doivent être stables et évolutifs. Et pour ça, on pourra vous aider en termes de hardware et de software. En termes de solutions SaaS et DaaS, donc SaaS pour Software as a Service et Device as a Service. Donc, ce sont des systèmes de location de logiciels et de matériel. On pourra également vous aider en termes d'infogérance et de solutions cloud. Et puis enfin, on parlera d'implémentation, donc d'adéquation entre l'homme et la technologie. En un mot, je dirais le bon produit pour le bon usage. Et pour ça, on vous aidera en termes de consulting, en termes de conseil et d'intégration IT. Donc, notre démarche, elle réside dans la résolution de problèmes humains et technologiques de cette manière. D'abord, faire émerger le besoin, un besoin humain, technique, technologique ou un besoin de conseil. Vous accompagner dans la réalisation en termes de régie, de recrutement, consulting, formation, hardware et software. On peut également produire pour vous. Donc là, ça peut être une notion de modélisation, de développement d'API, tiens, puisqu'on est dans un webinaire Revit, de développer vos familles, par exemple, ou pourquoi pas développer des blocs AutoCAD pour les gens qui bossent encore sur AutoCAD. Et puis enfin, on est là pour vous suivre sur le long terme, en termes d'infogérance IT, encore une fois, de DaaS et de SaaS, et de formation. On va passer à l'agenda. De quoi on va parler exactement aujourd'hui? Bon, on va commencer par parler de création de murs par pièce ou par segment. On va voir qu'il y a des nouveautés dans la façon de créer des murs, et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va parler également de la nouvelle gestion des éléments multicouches, hein, que ce soit les murs, les sols, les plafonds, les toitures, les terrains. On va voir que tout ça, ça se gère de manière différente. Ensuite, on parlera des améliorations de l'outil solide topographique. Là, il n'y a pas une grande nouveauté, mais il y a une amélioration nette et très sympa. On parlera de la nouvelle gestion des liens. On parlera également d'amélioration des feuilles. Il y a quelques améliorations dans les feuilles et c'est plutôt pas mal. J'ai même envie de vous dire, il y a plutôt une très bonne surprise. On parlera aussi d'annotation, aussi des petites améliorations, mais encore une fois, de bonnes surprises. On parlera d'améliorations diverses d'ailleurs. Il y a des choses qui ont évolué encore une fois dans Revit et dont il faut parler. Et puis enfin, on finira par une démo parce que les PowerPoint, c'est bien sympa, mais voir manipuler, c'est quand même mieux. Alors, on va commencer par parler de création de murs par pièce ou par segment. Vous le savez, dans voilà. Dans Revit, on peut être amené à travailler avec des murs multicouches, mais on peut être aussi amené à séparer les couches. Je pense notamment au fait de séparer les murs structures des couches parements intérieurs et extérieurs, qui d'ailleurs peuvent être des multicouches, hein, d'une manière ou d'une autre. Mais on peut donc être amené à ramener ces couches les unes après les autres. Et l'année dernière, on avait eu une première approche, c'était de
avoir la possibilité d'ajouter des couches et en demandant à ce que ces couches soient automatiquement liées. Enfin, quand je dis des couches, je devrais dire des murs, rajouter des murs et que ces couches soient automatiquement liées aux murs existants en les attachant, en faisant ce qu'on appelle un attaché des géométries, et également en les verrouillant, ce qui permettait, quand on bougeait un mur, de bouger l'autre en même temps. Donc encore une fois, l'attaché permettait de percer le mur ou les murs avec une fenêtre ou une porte automatiquement, et d'autre part, le fait euh, de les verrouiller, pardon, permettait de déplacer les deux murs en même temps. Cette fois-ci, on va avoir en plus deux options. La première qui s'appelle placer par pièce. Vous la voyez peut-être sur, enfin j'espère que vous la voyez, sur mon slide, sur ma slide, ça s'appelle placer par pièce. Ça se trouve sur ma slide en haut à droite, là. On va pouvoir demander dans une pièce fermée. Alors quand je dis dans une pièce, pas besoin d'avoir placé une pièce, hein, l'outil pièce, mais simplement, ça va marcher justement comme l'outil pièce. Il va détecter les contours fermés, il va détecter les murs, et il va proposer de placer automatiquement des murs en surcouche par-dessus ces murs existants. Et encore une fois, je vais pouvoir lui adjoindre la fonction attacher auto ou attacher et verrouiller auto. Ça, donc, je peux le faire par pièce, et je peux le faire également par segment. Donc là, je vais pouvoir me dire, bah, tel mur doit avoir un doublage de tel type, tel autre mur, un autre doublage, pourquoi pas, un autre mur, pourquoi pas un soubassement, etc., etc. Bref, ça, c'est une nouveauté plutôt agréable. Nouvelle gestion des éléments multicouches. Ça a été alors j'allais dire une révolution, une grosse évolution. Pourquoi pas dire révolution, d'ailleurs, j'en- je, je- j'en- je prends la responsabilité de le dire, c'est une révolution. Voilà, ceci est une révolution. Euh, Jusqu'à la Ah, je vais version. déplacer ça parce qu'au début, à moi, donc, le Sénégal, Est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Il y a un micro qui, il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît. Merci de le fermer. Voilà. Donc, je disais, jusqu'à la version 2025, il était impossible de créer des éléments, multicouches, sans qu'il y ait au minimum une couche principale. Et ça pouvait poser des problèmes en termes de raccords, hein, de jonctions. Euh, un exemple très simple, c'était le fait que quand on a une cloison qui ne comportait qu'une seule couche, automatiquement elle était principale. Et quand on venait raccorder cette cloison à un mur qui avait Il faut une euh, bière, c'est bon. vos micros, s'il vous plaît. Il faut Merci. Oui, je disais donc, quand vous voulez raccorder une cloison à un mur qui aurait, donc multicouche, qui aurait une partie structure, un parement intérieur, un parement extérieur, bah, automatiquement, la cloison venait percer le parement intérieur, ça créait des ponts thermiques, enfin, tout ce qu'on veut, et on était obligé de s'ennuyer à modifier la jonction, à ne pas la mettre en automatique, à interdire la jonction, enfin bref, tout un tas de problèmes. Et ben dans la version 2026, il n'y a plus ce problème. On peut faire glisser toutes les couches en dehors des limites de couche principale. Et donc, du coup, on n'est plus obligé d'avoir une couche principale. Et ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Et encore une fois, je n'hésite pas à dire que c'est une révolution. Euh, la deuxième évolution ou révolution de ces éléments multicouches, ben, c'est qu'on a dissocié la fonction de la priorité. Avant, rappelez-vous, on avait la fonction structure qui avait la priorité 1, on avait le doublage qui devait avoir la priorité 2, l'isolant qui avait la priorité 3, etc., etc. Et ça, bah, ça a changé. On a la fonction d'un côté,
la priorité de l'autre. Ce qui va donner la possibilité, par exemple, alors, je pense à un exemple simple, un mur qui serait un mur ossature bois, hein, une partie, je dirais la partie structurelle qui aurait, par exemple, en son centre une lame d'air. Ben, la lame d'air, avant, on était embêté, on ne savait pas si on devait dire que c'était une lame d'air ou si c'était une couche structurelle, parce qu'elle faisait quand même partie des différentes couches qui composaient vraiment le côté structurel et porteur du mur. Et ben là, on va pouvoir dire c'est une couche enfin c'est une lame d'air, donc ça fait partie des couches isolantes ou lames d'air, mais on va pouvoir lui dire bah c'est un indice de priorité 1. euh, Encore une fois, en termes de jonction, ça sera beaucoup plus simple à gérer. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien comme évolution. Alors le solide topographique, il a évolué lui aussi. Alors ça fait maintenant 3 versions que le solide topographique euh, existe. En version 2024, il est arrivé pour remplacer la surface topographique, ce qui était plutôt une bonne idée, hein, de se dire que bah, a priori, le terrain, c'est plein, c'est pas juste une surface. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Mais il manquait plein d'outils. C'était vraiment assez pauvre. En 2025, ils ont ajouté des outils. Je pense notamment à la sous-division, dont je vais parler maintenant. Mais cette sous-division qui permettait donc de demander à ce que le terrain soit composé de différents matériaux, bah, elle avait quand même des contraintes. On ne pouvait pas demander à ce que cette sous-division soit enfin comment dirais-je une épaisseur négative. On ne pouvait pas lui donner une valeur négative, voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc on avait toujours quelque chose de positif, et je vais même aller plus loin, on ne pouvait pas demander à ce que ça soit une valeur de 0, mais elle devait vraiment être positive. Or, en bricolant, je me suis aperçu qu'on pouvait arriver à 3/10 de millimètre, ce qui est ridicule, mais ça voulait toujours dire qu'on avait une couche qui devait être obligatoirement positive. Là, bah, on va pouvoir demander à ce que la sous-division ait une valeur négative. C'est ce que vous voyez sur ma slide. J'ai du coup bah, créé dans mon terrain un petit bout de, on va dire route, hein, même si c'est pas une route, avec des trottoirs sur les côtés. Et en plus, cette sous-division, bah, ça, c'est pas obligatoirement ou simplement mon solide sur lequel je vais dire, ben, cette partie-là est faite d'un autre matériau, mais je vais pouvoir remplacer cette partie par un autre solide topographique. Donc cette sous-division devient d'une certaine manière, et vous allez le voir par la suite, euh, une sous-catégorie. Donc voilà, là on le voit bien, j'ai donné une valeur négative, j'ai bien du coup mes trottoirs, mon petit bout de route, etc. Et on voit bien la différence, hein, on le voit ici sur enfin, la vignette de gauche, que j'ai le terrain qui est fait avec notamment de l'herbe, que j'ai un chemin en béton, j'ai un chemin en asphalte, encore un chemin en béton, etc., etc. Donc vraiment, j'ai dissocié mes sous-divisions, ou plutôt mes solides topographiques. Or, toujours en amélioration, en termes d'amélioration de ce solide topographique, la sous-division est maintenant une sous-catégorie, hein. C'est ce que je viens de vous dire. Du coup, le fait que ça soit une sous-catégorie, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer sur sa visibilité et son graphisme dans VV, et ça veut dire qu'on va pouvoir lui attribuer un graphisme particulier dans les styles d'objets. Donc ça se retrouve, encore une fois, dans VV, dans style d'objet, dans solide topographique. Alors vous ne faites pas avoir, je me suis fait avoir plein de fois, en voulant le montrer, c'est pas dans topographie, c'est pas dans site, c'est dans solide topographique. Dernière chose concernant ce solide topographique et ses sous-divisions, bah, c'est qu'on peut maintenant créer des nomenclatures de sous-divisions. Du coup, bah, je peux savoir que mon chemin en asphalte ou que mes chemins béton ont telle surface, tel volume, etc., etc. Donc ça, encore une fois, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je rajoute juste une petite fonction en plus qui peut être intéressante. On peut maintenant faire des copier-coller des points et des lignes dans dans le solide topographique, hein, quand on crée un solide topographique. Alors, autre nouveauté, nouvelle gestion des liens.
Avant, dans le gestionnaire de liens, on ne voyait que les liens, d'où son nom, gestionnaire de liens. Bah, maintenant, on va pouvoir voir les éléments qui sont importés également. Donc là, on voit dans mon exemple, hein, j'ai un fichier DWG, j'ai un fichier SketchUp, et on voit bien que ce sont des fichiers qui sont importés. On peut donc y retrouver les DWG, les DXF, les DGN, les SKP, les AXM, dont j'ai oublié exactement de quel logiciel il s'agissait. Donc on retrouve tout ça dans le gestionnaire de liens et on a également un compteur, c'est la colonne nombre que j'ai entourée en rouge, où on va pouvoir voir combien de fois un fichier a été lié ou importé. C'est surtout importé qui va nous intéresser. Et c'est une mauvaise pratique. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle de pouvoir très rapidement s'apercevoir que on pourrait avoir un fichier qui soit placé 3 fois dans notre fichier Revit, dans notre projet, et de pouvoir aller nettoyer tout ça, et voilà. Encore une fois, rappelez-vous bien, mauvaise pratique. Ensuite, quoi de neuf? Le positionnement des vues sur les feuilles. Alors ça, c'était, moi, en tant que formateur, ça faisait partie, je ne vais pas dire de mes hantises, mais c'est vrai que ça faisait partie des sujets désagréables quand je suis avec mes stagiaires, leur montrer comment bien placer une vue sur une feuille à l'aide des quadrillages et des quadrillages de guidage, etc. C'est toujours un peu compliqué. Eh ben, il y a une nouveauté, et celle-là, elle est vraiment sympa. On peut enregistrer une position de vue et la réutiliser sur toutes les feuilles. Alors, comment ça fonctionne exactement? Eh ben, on va pouvoir positionner une vue sur une feuille. On va dire par rapport à quoi on va ancrer cette vue. Est-ce que c'est l'origine de la vue? Est-ce que c'est le centre de la vue? Le haut, le haut à gauche, à droite, en bas à droite, à gauche, etc. Bref. Et on va l'enregistrer et on va pouvoir l'appliquer à toute vue qu'on va venir placer en page. Ce qui fait qu'au final, on va se retrouver avec des vues qui vont automatiquement venir se positionner. Et ça va être vraiment canon. Et on n'a vraiment plus à s'embêter avec ces notions de quadrillage, de guidage, qui étaient quand même pas compliquées, mais fastidieuses. D'ailleurs, je vous montrerai une petite chose en plus tout à l'heure quand on passera la démo. Je vous montrerai qu'on peut également enregistrer cette position directement dans les vues. Mais je vous garde ça pour la suite. Remplacement du bloc titre échelle. Alors, vous connaissez tous le truc. Quand on vient placer sur une même feuille plusieurs dessins à des échelles différentes, on a le droit à un magnifique libellé qui s'appelle comme indiqué. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en pouvais plus de ce libellé comme indiqué. Ben maintenant, en allant dans modifier le type, pardon, de notre cartouche, eh ben, on peut modifier ce texte et y mettre ce qu'on veut. Donc là, moi, j'ai marqué échelle variée, mais ça aurait pu être comme indiqué sur l'étiquette. Je retombe sur mon comme indiqué, donc ce serait pas obligatoirement une bonne nouvelle, mais ou simplement voir étiquette de plan, ou voir étiquette de vue, ou voir étiquette de dessin. Enfin bref, vous faites votre sauce comme vous le sentez, mais vous pouvez le faire alors qu'avant on ne pouvait pas le faire. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Toujours au rayon des feuilles, on a des nouveaux paramètres et catégories dans la liste de feuilles. Donc, quand vous faites une liste de feuilles, bah maintenant, vous pouvez ajouter l'échelle, la largeur de la feuille ou la hauteur de la feuille. Ça fait partie des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on peut faire maintenant. Et on peut même aller, quand on crée cette liste de feuilles, euh, chercher des informations non plus obligatoirement dans les infos liées aux feuilles ou aux infos projets, mais également des infos liées aux cartouches. Donc par exemple, ici, vous voyez que moi j'ai marqué de quel type de cartouche il s'agissait. Ça peut servir par exemple lors des tris. À parler annotation. Alors les annotations, pareil, il y a eu quelques avancées plutôt sympas. Plutôt sympas. Une première qui est liée au libellé de référence. Alors, le libellé de référence, je ne sais pas si vous savez ce que c'est exactement. Quand on vient créer une vue, que ce soit une élévation,
une coupe, comme je l'ai fait ici, un détail. On peut demander, on peut cocher dans le ruban à ce que ça fasse référence à une autre vue. C'est-à-dire que plutôt que de produire une vue, là par exemple, plutôt que de produire une coupe, je vais faire référence à un dessin, j'allais dire entre guillemets lié. Il n'est pas lié, il est dans notre projet, mais ça va envoyer vers ce dessin. Et on a la possibilité d'avoir un symbole, hein, dans notre symbole ici, on le voit là où j'ai écrit d'été. Ben, ce symbole, hein, ce libellé, il fait référence à un libellé lié aux vues de référence qui s'appelle libellé de référence. Et par défaut, c'était marqué SIM. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous l'avez certainement déjà vu. Peut-être que certains se sont toujours posé la question de qu'est-ce que c'est, à quoi ça fait référence, qu'est-ce que ça veut dire. Alors SIM, ça veut dire similaire. Ça veut dire que on va placer un détail à tel endroit, on va renvoyer une vue, on veut dire par là que c'est similaire à cette vue. Et du coup, on peut avoir cette annotation qui va se retrouver à plusieurs endroits qui font toute référence à la même vue. Mais on pourrait très bien se dire que bah, plutôt que sim, on veut voir autre chose. Par exemple, ici, DT, j'ai mis DT pour détail technique. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, ça veut dire que, ou plutôt je devrais dire, quelle est la nouveauté par rapport à ce qu'on avait avant? Bah, avant, c'était un paramètre de type. Ça voulait dire que si on voulait avoir une autre annotation que sim, ben, il fallait créer un autre type. Donc on aurait eu un autre type de vue de dessin, etc., etc. C'est juste pas possible. Depuis la version 2026, ce libellé, il devient occurrence. Donc j'avais pouvoir, avec le même type, dire ici, je vais écrire sim, ici, je vais écrire dt, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui utilisent les vues de référence. Les annotations. Les annotations encore, les paramètres partagés dans les marqueurs de vue. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc vachement bien. Avant, dans les marqueurs de vue, hein, donc encore une fois, je vais revenir toujours à ces mêmes marqueurs, élévation, détail, coupe, etc. On avait la possibilité d'avoir les libellés qui étaient liés à ce type de vue. Donc ben, là, par exemple, dans les coupes, on avait le droit à tous les libellés liés à l'outil coupe. Mais on ne pouvait pas aller plus loin. Et ben maintenant, on peut se créer des paramètres partagés et rajouter ces paramètres partagés. Alors ici, j'en ai fait un que j'ai trouvé plutôt pratique, hein. Dans mon projet, j'ai une coupe A. Dans mon arborescence, j'ai envie qu'elle s'appelle coupe A, parce que c'est plus parlant que AA tout court. Mais si je mets le nom de ma vue dans mon symbole, ben, je vais avoir un truc excusez-moi l'expression, mais dégueulasse, qui va dépasser de partout, ça va être marqué coupe à A, et ça va être moche, moche, moche. Bah maintenant, je me crée un paramètre partagé. Alors ici, je l'ai appelé nom de la vue ou nom de vue. J'aurais pu mettre vue abrégée, nom de vue abrégé, enfin peu importe, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, vous le faites à votre sauce. Mais du coup, ça me permet de rajouter à ma vue cet indice AA qui sera repris par mon symbole d'étiquette de coupe. Et dans mon arborescence, j'aurai toujours le nom de coupe AA. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Modification de l'interface. Alors, c'est quelque chose qui a commencé l'année dernière, avec la version 2025. Ils ont commencé chez Autodesk à faire passer des éléments, hein, des paramètres de la barre d'options vers le ruban. Ils ont continué cette année. Alors, par exemple, ici, l'outil rotation, bah, on voit que dans la barre d'options, on avait la possibilité de détacher, de copier, de changer le centre de rotation, de spécifier un angle. Bah, tout ça dans la 2026, ça a migré vers le ruban. C'est rien d'exceptionnel. C'est perturbant au départ, va falloir s'y habituer. Mais ils ont fait ça dans plein d'outils. Alors là, je vous montre la rotation. J'aurais pu montrer également au moment où on place, par exemple, une porte et une étiquette à l'insertion. Bah, de la même manière, on avait la possibilité dans la barre d'options de dire si l'étiquette devait être horizontale, verticale ou suivre le modèle. Si on voulait un repère, de quelle dimension était le repère. Bah,
maintenant, tout ça, ça se retrouve, encore une fois, dans le ruban et il n'y a plus rien dans la barre d'options. Voilà donc pour toutes les nouveautés majeures que j'ai retenues dans cette version Revit 2026. Donc du coup, ah non, pardon, oh j'oubliais, j'ai failli oublier, le modèle de coordination. Pour les personnes qui utilisent le modèle de coordination, alors qu'est-ce que c'est qu'un modèle de coordination? Ben, c'est un fichier, un fichier Revit qu'on va pouvoir attacher alors, depuis ACC, par exemple. Euh, et, euh, et avant, ben, on pouvait l'attacher, ce modèle de coordination, mais on ne pouvait pas aller plus loin. Ben, maintenant, on peut aller dans VV et demander à modifier toutes les catégories de ce modèle de coordination. Donc ça aussi, c'est très pratique. Alors, on peut d'ailleurs, là je l'ai fait sur un modèle de coordination où j'ai demandé à ce que chaque catégorie soit d'une couleur différente. J'aurais très bien pu avoir plusieurs modèles de coordination et affecter une couleur à chaque modèle de coordination pour savoir qui est quoi. Voilà. Donc ce coup-ci, je pense que j'ai tout dit au niveau de mes slides et je vous propose qu'on passe à la démo. Je vais venir sur mon fichier Revit, voilà. Et je vais commencer par une première chose que j'ai pas dite dans la slide. C'est un peu pour ça aussi que je fais cette démo. C'est pour montrer des choses en plus. Euh, Fatalement, quand on travaille sur un fichier terrain, bah, ce qui fait le volume du terrain, euh, hein, voilà, on retrouve bien mon volume comme ceci, euh, c'est la triangulation du terrain. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais là, sur cette vue, je vois la triangulation. Et sur cette vue, je ne la vois pas. Pourquoi? Ben, simplement parce que maintenant, vous avez la possibilité dans VV, dans solide topographique, de demander à ne plus voir ce qu'ils appellent les lignes de pli. Donc voilà, vous allez pouvoir vous affranchir de ces affreux triangles. Euh, je vais revenir 2 petites minutes sur ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous ai parlé des sous-divisions. Quand on sélectionne donc le terrain, on retrouve bien l'outil sous-divisé qui se trouve ici. On va pouvoir dessiner la forme qui nous intéresse. OK. Là, je vais la dupliquer. D'accord. Je vais la fermer, parce qu'il faut quand même que ça soit fermé. OK. Voilà. Je valide. J'ai bien ma sous-division qui s'est faite. On le voit d'ailleurs, hein, j'ai pas le même type de solide topographique qui a été utilisé. Je vais pouvoir ici lui donner un décalage inférieur. Donc là, je vais y aller franco, je vais mettre 1,50 m pour qu'on le voit bien. Voilà. J'ai bien donc cette possibilité-là. Et donc ça c'est une avancée majeure, hein. Et encore une fois, bah, si je viens par exemple dans VV, je retrouverai bien toujours dans solide topographique ma sous-division qui se trouve là. Et je vais pouvoir, par exemple, demander à remplacer mon motif, par exemple, par une hachure solide Sillon. Elle est très jolie. OK, OK. Et voilà. Donc ça, c'est une des choses que je voulais montrer par rapport à ce solide topographique. Euh, Pareil, je voulais vous montrer quoi? Je voulais vous montrer, ah oui, euh, je voulais vous montrer une petite nouveauté, vous l'avez peut-être vu ici. On a ici graphique accéléré aperçu technique. Alors, je ne sais pas si ça va être non, ça, on va pas le voir sur ce modèle. Il aurait fallu que j'ouvre un plus gros modèle. Écoutez, je vais le faire. Je vais ouvrir un plus gros modèle. Tant pis pour moi, je ne l'ai pas préparé avant. Mais je vais ouvrir un plus gros modèle. Pendant ce temps-là, je vais vous parler d'autre chose.
si j'arrive à revenir à ma vue, et je n'y arrive pas. Ça a été relativement rapide, tout va bien. Désolé, j'ai pas préparé du tout mon truc et c'était pas une bonne idée. Si, voilà, si je me mets ici et admettons, tiens, je vais rajouter juste un petit truc ici, je vais dire que mon sol, je vais lui ajouter des hachures, pardon, des hachures modèles, et du tout ce que ça va donner. Ok, ok, voilà, bon, j'ai des hachures. Matériaux vides, non, c'est pas une bonne idée, ça. Flûte. Pourquoi il m'a mis matériaux vides? Je voulais juste changer ça. Je suis vraiment désolé. Je déteste faire ce que je suis en train de faire. Voilà, bon. Je voulais absolument mettre cette hachure parce que vous voyez ce qui se passe. Quand je zoome et dézoome, bah, cette hachure, elle disparaît. Et de la même manière, si j'étais sur une plus grosse maquette, bah, il y a plein de choses qui disparaîtraient et réapparaîtraient après mon zoom. Bah, il y a la possibilité, alors c'est en bêta, hein, vous voyez ici, c'est écrit aperçu bêta des graphiques accélérés, mais on a un nouveau moteur graphique. Donc ça, c'est le futur, entre guillemets, de Revit. Euh, c'est un moteur graphique qui va vous permettre de garder votre affichage intact quand vous allez modifier, vous voyez, sa position en 3D, par exemple. Alors, ça sera vrai également dans les vues 2D. Mais vous voyez que là, quand je tourne mon modèle, ça reste toujours affiché. C'est stable, il n'y a aucun problème. Encore une fois, si je le décoche, dès que je fais quoi que ce soit, tout disparaît, tout réapparaît après. Alors vous allez me dire, c'est jamais qu'une hachure, mais c'est juste parce que là, c'est le petit truc que j'ai trouvé pour vous le montrer, mais sur une grosse maquette, il y a plein de choses qui j'allais dire, qui se masquent et qui se réaffichent, et des fois qui prennent un petit peu de temps à se réafficher parce que si c'est une maquette qui fait 200 mégas, évidemment c'est beaucoup plus lourd que ma petite maquette qui doit en peser quelques dizaines de mégas. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouvera peut-être même pas dans les futures versions, parce que ça sera complètement intégré, ça sera plus quelque chose qu'on pourra activer ou désactiver. Pour info, ce petit bouton-là, on peut le déplacer comme on veut. Vous voyez qu'on a un bouton qui nous permet de dire je veux le positionner en haut à droite, en haut à gauche, etc., etc. Je peux même dire je le ferme. Et c'est quelque chose que je vais retrouver également dans mes options. C'est-à-dire que si je viens dans Fichier, Options, et ça doit être dans quoi? Dans Graphique. Je crois que c'est ça, voilà, c'est ici, dans Graphique, on peut demander à l'activer ou le désactiver. Là, si je fais ça, normalement, voilà, je ne l'ai plus, je l'ai retiré ici. Donc voilà, ça c'est une des nouveautés de Revit 2026. Pendant que j'y suis dans les petites choses qui peuvent être vachement sympas, je ne sais pas si vous utilisez beaucoup de plugins, mais quand on a beaucoup de plugins, le problème c'est qu'on a pas toujours des plugins qui viennent se mettre dans l'onglet complément, mais vous pouvez avoir des plugins comme ici D-Roots One ou Pirevit qui viennent vous rajouter des onglets. Et plus il y a d'onglets, et plus c'est ennuyeux parce que mon onglet modifié, donc j'ai toujours besoin, lui se retrouve toujours à la queue et au final, il finit par disparaître. Alors, on a un petit bouton, vous me direz, hein, qui va apparaître et qui me permet d'aller le chercher, mais c'est toujours un peu compliqué. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, quand on va venir dans Gérer, non, je suis embêté avec ma barre voilà, de Teams. Quand on va venir dans Gérer, dans Extension ici, on a un bouton, une fonction qui s'appelle Gestionnaire des compléments et on va pouvoir venir décocher les
complément dont on n'a pas besoin. Et du coup, ça va masquer les onglets qui sont liés à ce complément. Alors, si jamais je le fais là, vous ne le verrez pas, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il faut redémarrer Revit pour qu'il le prenne en compte. Mais en tout cas, sachez qu'avec ces petits boutons-là, vous pouvez très bien dire à tout moment, je veux me passer de tel et tel plugin. Et donc, du coup, vous aurez beaucoup moins d'onglets à gérer. Je vous avais parlé des vues sur les feuilles. Bon, tiens, je vais rester sur ce fichier, c'est très bien. Si je prends une feuille, alors je vais prendre une feuille dans ce fichier, admettons cette feuille, OK. Alors, ceci n'est pas une feuille, ceci est une feuille, voilà. Euh, si je la place n'importe où, admettons, je la place comme ceci, j'ai envie que toutes mes feuilles soient positionnées comme ça. Bah, quand je prends ma vue, ici, je vais pouvoir lui dire que je veux enregistrer ma feuille. Donc pour ça, je vais pouvoir lui dire enregistrer la position. Tiens, je vais l'appeler webinaire. OK. Et maintenant, regardez, si je viens dans cette vue, enfin, ou dans cette feuille plutôt, si je prends ma vue, bah, je peux lui dire que je vais lui appliquer webinaire. Et ça, je peux le faire à toutes mes feuilles. Mieux, admettons que je me crée une nouvelle feuille. OK. Que je prenne une vue quelconque. Je vais prendre cette vue, une vue de travail, bon, puis j'assume. Dans les propriétés de ma vue, ici, je peux lui dire position enregistrée et je vais lui affecter webinaire. Bah, si je retourne maintenant sur ma feuille, je prends ma vue, je la glisse n'importe où, automatiquement, elle vient se positionner comme je l'ai demandé. Et ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est pas une révolution. Ça, c'est vraiment génial. Quoi d'autre encore? Ah, quand on travaille dans les pièces, je, je vais revenir sur mon autre fichier. Je vais venir n'importe où ici. Hop, je vais me faire quelques murs. Voilà, quelques murs. OK. Je vais en faire d'autres. D'accord. Je vais placer des pièces. Je vais placer mes pièces un peu n'importe comment. Alors, je vais placer avec une étiquette, je vais en mettre une là, et puis une là. Et puis, admettons, bah moi, j'aimerais que mes pièces, alors, pour qu'on voit bien ce que j'aurais raconté, je vais passer dans, voilà, je vais passer dans VV, dans mes pièces, et je vais demander à voir le remplissage intérieur et mes références. OK, voilà. J'aimerais que bah, mes pièces soient centrées. Bah ça fait partie des nouveautés. Alors d'ailleurs, nouveautés qui sont rétroactives. Vous les retrouverez également dans Revit 2025 et peut-être même dans Revit 2024. Ça n'a pas descendu plus loin, mais je crois que ça redescend jusqu'à 2024. Vous voyez que si je prends mes pièces, hein, si je prends toutes mes pièces, par exemple, sélectionner toutes les occurrences, voilà. Bah ici, j'ai un bouton qui s'appelle recentrer la référence. Et ça va me recentrer mes références. Alors, vous allez me dire, et les étiquettes? Bah, les étiquettes, avant, on avait un truc qu'on pouvait faire, c'était prendre les étiquettes, cocher la ligne de repère, et puis la décocher. Je fais un petit coup de CTRL-Z. Il y a un autre truc qu'on peut faire maintenant. C'est simplement sélectionner nos étiquettes de la même manière, donc sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue. Et on va retrouver le même bouton qui s'appelle déplacer vers la référence de pièce. Donc automatiquement, il va venir le remettre sur la référence. C'est pas une révolution, mais c'est une bonne nouveauté, une belle nouveauté. Puisque je vous parle de murs, si je prends mes murs comme ceci, alors je vais prendre un mur béton de 20 par exemple, je vais faire un rectangle comme ceci, puis un deuxième à côté, et puis admettons, tiens, qu'il y a un poteau, pourquoi pas. Je vais venir placer un poteau comme ceci, je vais venir l'aligner à mon mur, voilà, on a un poteau qui est plus ou moins encastré à notre mur. Tout à l'heure, je vous ai dit, on peut placer des murs. Je vais prendre ça, voilà. On peut placer des murs par pièce ou par segment. Donc,
regardez bien, je prends mon outil mur. Ici, je choisis, comme d'habitude, bah non, justement, pas comme d'habitude. Je ne choisis pas mon option de géométrie, je dis une grosse bêtise, puisque je vais choisir si je veux le placer par pièce ou par segment. Donc là, admettons que je veux le placer par pièce. Je peux dire que je veux attacher ou attacher, auto et verrouiller, etc. Why not? Je me mets là. Là, vous voyez que il détecte le poteau, il va faire le contour du poteau. C'est peut-être pas une envie de ma part. CTRL Z. Je vais recommencer la même chose et je vais juste tabuler une fois. Si je tabule, voilà ce qu'il va faire maintenant. Il va me faire une interruption au niveau du poteau du mur que je viens de rajouter. De la même manière, si j'ai envie de rajouter un autre mur, cette fois-ci, et le placer par segment, je vais pouvoir placer un mur comme ceci ici, un mur de briques ici, etc., etc. Donc voilà, encore une fois, rappelez-vous, le attaché auto et verrouillé, ça veut dire que si je mets une porte ici, il va bien percer les deux murs. Si je déplace un mur, il va bien déplacer les deux murs ensemble. Ils ont bien été attachés, donc attacher la géométrie et verrouillés. Quoi d'autre encore? Je crois que j'ai fait un bon tour. On peut peut-être passer à des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Julie, est-ce que quelqu'un t'a posé des questions des questions Non, par texte?